Il n'y a pas si longtemps, El Salvador était l'un des pays les plus touchés de criminalité en Amérique latine. Mais en moins d'un an, il a réussi d'une manière ou d'une autre à réduire de moitié son taux de meurtre. Une réalisation sérieuse pour le gouvernement salvadorien, et dont la plupart des Salvadoriens sont assez satisfaits. Alors, comment ont-ils fait? Comment le Salvador a-t-il réussi à gagner sa guerre contre certaines des bandes les plus violentes, non seulement en Amérique latine, mais aussi que le monde ait jamais connues? La réponse est à la fois simple et surprenante, évidente et choquante. Pour vaincre les gangs, ils ont fait ce que vous attendriez de tout gouvernement raisonnable. Ils ont commencé à mettre les criminels en prison. Simple, n'est-ce pas? Pas exactement. Vous voyez, le gouvernement salvadorien n'a pas simplement jeté quelques criminels en prison, ils ont commencé à mettre beaucoup de criminels derrière les barreaux, des dizaines de milliers en fait, et tout cela en une période de temps relativement courte, dans ce qui est devenu un raz-de-marée continu de recherche et de balayage, orchestré par des forces militaires et policières hautement équipées. Près de 70 000 personnes ont été arrêtées en moins de 2 ans. Cela a porté un coup massif aux problèmes notoires du Salvador en matière de violence et d'affiliation de gangs, mais ces arrestations enthousiastes ont également créé la nécessité de ce qu'on appelle des méga-prisons. Et compte tenu de cette nation relativement petite, d'environ 6,5 millions de personnes, l'honneur d'avoir le taux d'incarcération par habitant le plus élevé au monde, soit 605 prisonniers pour 100 000 citoyens en décembre 2022. Depuis plus de 30 ans, des gangs transnationaux sauvages comme Mara Salvatrucha 13 et Barrio 18 utilisent pourtant toute impunité l'extorsion, le meurtre, l'enlèvement et le viol pour prendre le contrôle de la vie de millions de Salvadoriens. Mais plus maintenant. Désormais, toute personne même soupçonnée de participer ou de soutenir de quelque manière que ce soit, les activités de gang disparaîtra probablement dans l'une des prisons périlleuses et surpeuplées du pays, où elle pourrait être détenue indéfiniment, sans jamais voir l'intérieur d'une salle d'audience. Le gouvernement du Salvador a choisi d'envoyer un message clair aux gangs du pays, pas sous ma surveillance. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Ce changement de stratégie et les politiques sévères qui le sous-tendent peuvent être attribués à un homme, le président Nayib Bukele, qui, après avoir pris ses fonctions en 2019, s'est engagé à inverser 3 décennies de terrorisme et de gangs incontrôlés. Et en restant fidèle à sa parole, c'est précisément ce qu'il a essayé de faire, principalement en menant une véritable guerre d'usure contre les organisations criminelles les plus notoires d'El Salvador. Une bataille à grande échelle qui a officiellement commencé en mars 2022, après que 87 personnes ont été assassinées par Mara Salvatrucha 13 en l'espace de 3 jours. Depuis lors, Bukele a eu recours à un certain nombre de mesures controversées afin de prendre le dessus sur les gangs, y compris la suspension de certains droits constitutionnels, tels que le droit à un procès équitable et le droit de se défendre devant un tribunal, sans parler de la mise en œuvre d'une à l'échelle nationale. Cependant, aussi autoritaire que soit son approche, les résultats qu'il a produits semblent de parler d'eux-mêmes. Avec un taux d'approbation qui se situe constamment autour de 90%, Bukele est largement considéré comme le président le plus populaire d'Amérique latine. Peut-être parce qu'après avoir fait de fortes promesses de réparation de l'image internationale du Salvador et déclaré la guerre au crime organisé, il a réussi un exploit apparemment impossible en récupérant des quartiers entiers, en réduisant l'influence et la présence des gangs. Mais avant de pouvoir comprendre les motivations du président ambitieux et semi-autoritaire pour entrer en guerre contre les gangs, nous devons d'abord nous demander qui est Nayib Bukele et comment est-il devenu le plus jeune président de El Salvador. Eh bien, avant que Bukele ne prête serment en tant que président à l'âge de seulement 37 ans, il a commencé son mandat de 5 ans en tant que plus jeune chef d'État en Amérique latine. Il a grandi dans la capitale, San Salvador, principalement en tant qu'étranger privilégié. Le père de Bukele, un homme d'affaires musulman d'origine palestinienne, possédait une agence de relations publiques et était une figure marquante de la capitale nationale. Il était également connu pour, parmi une gamme d'autres réalisations, avoir établi la nation première franchise McDonald's. Il était également un polygame pratiquant qui avait 6 épouses. Il va donc sans dire que Bukele a grandi dans une grande famille, qui comprenait 3 frères et 7 demi-frères et sœurs. Jeune homme, Bukele a fréquenté une école privée bilingue, ce qui pourrait en partie expliquer son anglais patient et bien pratiqué, où la plupart de ses pairs aisés partageaient son ambition personnelle et ses valeurs familiales conservatrices. Encore jeune, le parcours politique de Bukele a commencé lorsqu'il a quitté l'université pour gérer une boîte de nuit au centre-ville de San Salvador, avant de finalement prendre en charge l'agence de relations publiques de son père. Quelques années plus tard, en 2011, Bukele a lancé une campagne autofinancée
visant la mairie de Nuevo Cascatlán, une municipalité considérée comme faisant partie de la zone métropolitaine de San Salvador, une campagne qu'il a remportée avec une marge de moins de 2%, désireux de progresser politiquement et encouragé par son parti actuel, le Front de Libération Nationale, Farabundo Martí, ou FMLN, l'un des deux principaux partis politiques qui ont émergé pendant la guerre civile salvadorienne. La prochaine cible de Bukele était la mairie de San Salvador, un poste largement considéré comme un tremplin vers la présidence. Mais à ce moment-là, il pouvait déjà sentir son influence individuelle grandir. Il a décidé d'exclure le parti de sa campagne, cherchant le soutien de membres de la famille connectée et d'anciens amis à la place, et a participé à la course à la mairie de 2015 en tant que candidat indépendant. Une manœuvre réussie qui lui a permis de puiser dans les sentiments anti-établissement et d'attirer une gamme diverse de partisans. Né en 1981, Bukele se situe juste à la frontière entre la génération X et les millennials, ce qui signifie que contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs et adversaires plus âgés, il est arrivé au pouvoir à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Et à cause de cela, Bukele a pu contourner les médias traditionnels et atteindre un public massif, à qui il s'est présenté en ligne et en personne comme un libre penseur avide de vérité, désireux de bouleverser le paysage politique et de s'opposer au statu quo. Une image qu'il a pleinement légitimée lorsqu'il a choisi de tourner le dos aux Libération Nationale Farabundo Martí. Mais il faudrait plus qu'un affront sur Twitter pour que la Libération Nationale Farabundo Martí, le parti de gauche des deux précédents présidents, décide officiellement d'exclure Bukele de leur parti. Il n'a pas aidé que Bukele avait déjà acquis une réputation pour avoir négligé les permis requis et ignoré les réglementations de zonage dans son administration. Mais ensuite, il a été accusé d'avoir lancé une pomme lors d'une réunion du conseil municipal en direction du directeur juridique du conseil, qu'il a directement accusé de conspirer avec ses détracteurs contre lui. Mais même après tout cela, ce qui a finalement conduit à l'expulsion de Bukele du parti, c'était son désir de se présenter à la présidence, avec ou sans le soutien du parti. Finalement, il a été exclu du parti, ce qui a vraiment joué en sa faveur, car cela lui a laissé la liberté d'annoncer officiellement à la fois sa candidature à la présidence et la formation de son nouveau parti, Ide Nueva. Mais avec sa nouvelle liberté, Bukele a également développé une résistance farouche à toute critique de ses politiques ou de son leadership. Et en réponse à ce qu'il a considéré comme des attaques personnelles injustes, il s'est attelé à façonner un paysage médiatique alternatif et plus amical pour lui-même, composé de programmes de télévision, d'un réseau de trolls sur Twitter, d'une armée de youtubeurs et de plusieurs publications qui postèrent des histoires favorables sur Facebook. Et que cela ait été son intention dès le départ ou non, c'est difficile à dire. Mais en rompant publiquement avec l'un des principaux partis politiques du pays, il a pu se positionner comme un guerrier solitaire, luttant contre la corruption politique, une position qu'il a clairement exprimée lorsqu'il a commencé à utiliser le slogan de campagne « Il y a assez d'argent pour tout le monde tant que personne ne vole ». Finalement, la stratégie éthique douteuse de Bukele a merveilleusement fonctionné. Et en février 2019, avec seulement 53% des voix, il a remporté la présidence et s'est empressé de combler le vide politique laissé par les deux partis historiques du pays, désormais discrédités. Bukele et son ascension fulgurante dans la hiérarchie politique, passant de maire d'une ville de moins de 10 000 habitants à maire de la capitale du pays, pour devenir le plus jeune président que le pays ait jamais eu, symbolisent un nouveau chapitre dans l'histoire politique tumultueuse d'El Salvador. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Malgré la grande plateforme anti-corruption de Bukele, il n'a pas fallu longtemps pour que son gouvernement prenne une allure étrangement autocratique, surtout après les élections législatives et municipales qui ont eu lieu 2 ans plus tard, et les Ide Nueva ont remporté 56 des 84 sièges de l'Assemblée législative et 152 des 262 mairies d'El Salvador. Les élections étaient généralement considérées comme libres et équitables, mais c'était tout de même une victoire écrasante qui a effectivement donné à Bukele le contrôle du Congrès du pays. Alors vous devez vous demander, qui est vraiment Bukele? Est-il le vrai deal, un véritable défenseur du changement, ou simplement un autre opportuniste politique plein de promesses gonflées qu'il ne tiendra jamais? Eh bien, si rien d'autre, il a définitivement provoqué la controverse et créé beaucoup de battages médiatiques. Mais la popularité de Bukele, bien que renforcée à chaque étape par une campagne de propagande approfondie, semble également être basée sur des résultats positifs tangibles. Ces nombreuses initiatives incluent la gestion de la pandémie de Covid-19 et l'engagement envers diverses infrastructures publiques. Ces projets, sa volonté d'augmenter le salaire minimum du pays et ses tentatives pour maintenir les prix bas de l'essence ont tous été largement populaires et réussis. Peut-être plus important encore, cependant, il a également réussi à susciter un sentiment d'espoir et de fierté nationale chez des millions de Salvadoriens. Un optimisme prudent
qui semble être enraciné dans l'idée que El Salvador est enfin en train de mettre de l'ordre dans ses affaires. Mais peut-être que le plus grand coup de pouce à la popularité de Bukele, et ce qui pourrait très bien être son héritage en tant que président, est la guerre qu'il continue de mener contre les gangs les plus meurtriers du pays. À des degrés divers, la violence des gangs fait partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux latino-américains. L'extorsion, le kidnapping, le meurtre, la contrebande et d'autres brutalités persistent depuis la fin des années 1990, principalement en raison de l'instabilité sociale, économique et politique qui a suivi la guerre civile. Et au cours des dernières décennies, chaque président salvadorien a eu du mal à gérer le problème de la violence des gangs. Une administration passée a mis en œuvre une politique connue sous le nom de Mano Dura, ou main forte, qui impliquait le déploiement de soldats dans les quartiers pauvres pour arrêter les membres présumés de gangs, remplissant ainsi efficacement les prisons du pays. Une autre administration a mis en œuvre quelque chose appelé Super Mano Dura, et vous pouvez probablement deviner à quoi cela ressemblait. Mais ensuite est arrivé Nayib Bukele, qui, ironiquement, alors qu'il était maire de San Salvador, a réellement critiqué des tactiques de police agressives comme celle-ci, les qualifiant non seulement d'impraticables, mais aussi d'immorales. Eh bien, tout a changé en l'espace de 3 jours, lorsque des membres de MS-13 ont assassiné 87 personnes lors d'une effroyable tuerie qui a choqué le pays. À El Salvador, la violence des gangs a toujours été un problème, mais c'était différent cette fois-ci. Cette fois, les victimes étaient principalement des civils innocents, sans aucune affiliation à un gang. Et cette fois, le message sous-jacent des meurtres visait à atteindre une figure singulière, Bukele. Quant à savoir pourquoi les gangs essayaient d'intimider Bukele, 2 théories ont émergé. La plus simple des deux est que le président nouvellement nommé avait fait du bruit sur la réduction drastique de la criminalité liée aux gangs dans une tentative de réparer l'image d'El Salvador à l'étranger. Alors, dans une tentative de lui montrer qui était le patron, des membres de Mara Salvatrucha 13 ont commencé à tuer des gens, laissant au moins un corps sur la route menant à Surf City, une zone côtière que Bukele avait revitalisée et renommée dans l'espoir d'attirer des touristes internationaux. L'autre théorie est un peu plus compliquée, sinon surréaliste. Selon plusieurs sources, dont l'ambassade des États-Unis à El Salvador, le département du Trésor des États-Unis et El Faro, un journal en ligne précédemment basé à San Salvador, l'histoire raconte qu'en 2020, au début du mandat de Bukele, au moins 2 fonctionnaires du gouvernement ont directement négocié avec les dirigeants des 2 plus grands gangs du Salvador, MS-13 et Barrio Dixuit, établissant une trêve provisoire entre les gangs et l'État. Le chef du système pénal salvadorien et le vice-ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Osiris Luna Mesa, ainsi que le président de l'unité de reconstruction du tissu social, Carlos Amilcar Marroconchica, ont tous deux été accusés d'avoir organisé et participé à un certain nombre de réunions secrètes avec des chefs de gangs incarcérés, finissant par établir une trêve secrète. En échange de la protection du gouvernement contre l'extradition vers les États-Unis pour certains chefs de gang, d'un meilleur traitement pour les membres de gangs déjà incarcérés et d'autres incitations financières, les chefs de gang ont accepté d'offrir leur soutien politique et, plus important encore, de réduire le nombre d'homicides dans le pays. Il est allégué que certains chefs de gang emprisonnés ont également reçu un traitement spécial supplémentaire, y compris l'accès à des téléphones mobiles et à des prostituées. Malgré des preuves assez solides, lorsque les nouvelles de ces négociations ont été révélées en août 2020, Bukele et son bureau ont vigoureusement nié qu'un tel accord ait jamais été conclu. Alors pourquoi? Beaucoup se sont demandé. Un porte-parole de Mara Salvatrucha 13 prétendrait publiquement que leur tuerie de 3 jours, qui a laissé au moins 87 personnes mortes et tout le pays craignant pour leur sécurité, était la réponse du gang à la rupture par le gouvernement de leur trêve de 2 ans et demi, en attirant un certain nombre des leaders du gang à une réunion, puis en les arrêtant. Trêve secrète ou non, dans tous les cas, Bukele a prouvé qu'il ne se laisserait pas intimider. Et pour bien clarifier les choses, en mars 2022, quelques jours seulement après les meurtres, l'Assemblée législative a mis en place un état d'exception de 30 jours qui a donné aux autorités le pouvoir d'arrêter toute personne soupçonnée d'appartenance à un gang et de la détenir indéfiniment sans procès. Se rassembler en groupe de plus de 2 personnes, sauf pour les services religieux, les événements sportifs ou les réunions à des fins culturelles et économiques, est également devenu, pendant plusieurs mois, une infraction passible d'arrestation. L'Assemblée législative a également modifié le code pénal pour permettre des peines de prison de 10 à 15 ans pour toute personne reconnue coupable de créer, reproduire ou transmettre tout contenu visuel lié aux gangs ou à l'activité des gangs. Et les nouvelles règles ont également permis que tous les mineurs pris dans le siège de Bukele sur les gangs puissent être jugés comme des adultes. Pour beaucoup, cela semble excessivement sévère, oppressif au mieux, autocratique au pire. Et il est fait que beaucoup d'individus innocents
se sont retrouvés en prison simplement pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Mais aussi inconfortable que cela puisse être, nous ne pouvons ignorer le fait que ces changements radicaux ont également produit des résultats tangibles. Avant Bukele, les membres de gangs étaient connus pour empêcher quiconque vivait sur le territoire d'un autre gang d'entrer sur le leur, pour quelque raison que ce soit, même s'ils voyageaient en transports en commun. Les individus devaient montrer une pièce d'identité gouvernementale pour vérifier leur adresse. Si identifiés vivant sur le territoire d'un gang rival, ils risquaient le refus d'entrée, la violence, voire la mort. Les compagnies de bus étaient forcées de payer des pots de vin simplement pour pouvoir opérer sur le territoire d'un gang. Mais alors que l'état d'exception de 30 jours de Bukele continuait d'être prolongé et que l'activité des gangs dans tout le pays continuait de diminuer, la liberté de mouvement pour les civils a régulièrement augmenté. Pas totalement. Même l'état d'exception n'a pas explicitement évoqué de restrictions de voyage. Bukele a toutefois averti les citoyens, peu avant son approbation, que la mesure pourrait inclure une fermeture temporaire dans certaines zones, qui a principalement pris la forme de forces de sécurité gouvernementales et de police, limitant l'accès à certaines communautés à faible revenu, qui étaient dites connues pour être des points chauds pour l'activité des gangs. Maintenant, plus d'un an et demi après l'état d'exception d'El Salvador, qui a été largement caractérisé par des arrestations massives, l'usage excessif de la force, l'érosion de nombreuses libertés civiles et des accusations continues de violation des droits de l'homme, Bukele était resté catégorique sur le fait que cela a toujours fait partie de sa recette du succès. Son plan, a-t-il dit, a toujours dépendu de la rupture avec les stratégies établies afin de progresser malgré les critiques, même lorsque des représentants des États-Unis et de l'Union européenne l'ont critiqué pour certaines de ses actions les plus discutables en tant que président, principalement sa manipulation intentionnelle de la constitution du pays, qui l'aurait empêché de se présenter pour un deuxième mandat. La réponse typique de Bukele à l'ingérence des gouvernements étrangers a été, essentiellement, de dire aux États-Unis et à l'Union européenne que cela ne les regarde pas, tout en soulignant que El Salvador est un petit pays qui joue un rôle relativement mineur sur la scène mondiale. Depuis des décennies, Bukele a dit que El Salvador a fait ce que d'autres nations ont dit être le meilleur. Protégé par des puissances étrangères, le gouvernement a remis le pays à la droite. Protégé par d'autres agents externes, le pouvoir a été remis à la gauche. Et tout ce qui est sorti de ce va-et-vient, c'était plus de pauvreté et plus de violence. Alors que fondamentalement, le système, les institutions et les lois sont restés les mêmes. Malgré le ton autocratique de la présidence de Bukele, il est important de réitérer que depuis qu'il a lancé son plan de contrôle territorial à la mi-2019, le taux de meurtres au Salvador a été réduit de moitié. Et une vague de soutien public a suivi, avec 95% des Salvadoriens déclarant qu'ils approuvaient les nouvelles mesures de sécurité. Parce que les gangs ont pendant si longtemps contrôlé de vastes étendues du territoire, exigeant de l'argent en échange de l'autorisation même des activités économiques les plus élémentaires, cela a rendu la répression très populaire. Jusqu'à présent, la guerre de Bukele contre les gangs a pris la forme de points de contrôle, d'interrogatoires aléatoires et de vastes raids de balayage. Récemment, une armée d'environ 1000 policiers et 7000 soldats s'est déployée à travers la province de Cabanas, établissant des points de contrôle sur toutes les routes menant à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a eu de nombreux autres raids de ce genre, qui ont impliqué des milliers de soldats et d'officiers, mais ce dernier a suivi de près une attaque contre un véhicule de patrouille de police qui a laissé 2 officiers blessés. Lors des raids précédents, les troupes gouvernementales et la police ont arrêté de grands groupes de personnes, souvent uniquement sur la base de leur apparence et de l'endroit où ils vivaient. Des mises en accusation massives, lors desquelles les juges ont dû faire face à 50 à 500 défendeurs à la fois, ont également été effectuées. Malheureusement, lors de ces jugements radicaux, les documents et autres preuves qui pourraient m'en parler du caractère de ceux qui font face à des accusations ont été régulièrement ignorés. Si cela ne suffisait pas à alarmer divers groupes de défense des droits de l'homme pour suivre le nombre toujours croissant d'arrestations et accélérer les dizaines de milliers de cas en attente de jugement, le Congrès d'El Salvador a également commencé à autoriser les procès de masse, une pratique discutable qui a également nécessité la construction d'une nouvelle méga-prison de haute sécurité avec la capacité d'accueillir 40 000 détenus. La construction de cette prison, officiellement nommée le Centre pour le confinement du terrorisme, ou CECOT, et la campagne continue de Bukele pour la remplir, ont soulevé un certain nombre de préoccupations sérieuses concernant les violations des droits de l'homme. Au sein des 8 principaux blocs de cellules, les cellules sont divisées en modules. Chaque module contient 2 toilettes et 2 lavabos, mais l'eau est contrôlée par des gardiens à l'extérieur de la cellule, et 80 lits superposés sans matelas, pour plus de 100 détenus, donnant à chaque prisonnier environ 0,6 mètres carrés d'espace. Au Centre pour le confinement du terrorisme, les prisonniers ne reçoivent pas de visiteurs. Il y a peu, voire pas, de programmes de réhabilitation,
d'ateliers ou de programmes éducatifs, et en juillet 2023, la nouvelle méga-prison de Bukele abritait plus de 12 500 détenus. Avant la répression, la plupart des prisons notoirement violentes et sous-financées d'El Salvador fonctionnaient déjà à 120% de leur capacité. Et par le passé, notamment durant l'administration Sanchez-Saren, les prisons étaient assiégées par divers états d'urgence, durant lesquels les prisonniers étaient là de confinés 24 heures sur 24 privés d'accès à des avocats et à des soins de santé. Et se voyaient refuser la possibilité de participer à leurs propres procès. Et sur le temps d'irassi, les conditions à ces cas s'avèrent meilleures. Ce qui est encore plus préoccupant, cependant, c'est que des centaines, peut-être même des milliers d'individus innocents ont été emportés lors de l'état d'exception en cours de Bukele, beaucoup d'entre eux disparaissant dans le système de justice pénale de plus en plus défectueux du pays. Cette situation a généré des milliers de nouveaux détenus, souvent dans des conditions de surpopulation, ou dans des conditions infrahumaines, leurs procès prenant des années à se dérouler, période pendant laquelle beaucoup sont morts. Ces injustices ont laissé de nombreux Salvadoriens, ainsi que des observateurs d'autres nations, se demander quelle situation est la pire, le point de fer de Bukele ou les décennies d'oppression violente par les gangs. Maintenant que nous comprenons mieux la vie sous Bukele, à quoi ressemblait la vie sous les gangs? Depuis la fin des années 90, les gangs violents ont imposé leur influence sur les citoyens d'El Salvador. Mais ils n'ont pas commencé là. En fait, les origines des deux Mara Salvatrucha 13 et Barrio 18 peuvent être retracées jusqu'à Los Angeles. Pendant une période de migration massive dans les années 1980, lorsque des centaines de milliers de Salvadoriens ont fui pour échapper à la violence de la guerre civile, de nombreux adolescents se sont retrouvés orphelins ou sans le sou, ou en fuite à la dérive après leur arrivée en Amérique. Beaucoup d'entre eux ont été attirés par une vie de crime dans les quartiers défavorisés, où les gangs noirs, asiatiques et mexicains se disputaient déjà farouchement l'influence, les marchés de drogues illégales et l'expansion territoriale. Émergeant au sein de la communauté d'immigrants salvadoriens, MS-13 ou Mara Salvatrucha, a commencé comme un gang de rue local, dans le quartier de Pico Union, composé principalement de jeunes délinquants amateurs de métal lourd qui en avaient assez d'être victimes d'intolérance raciale et de persécution. Le nom Mara Salvatrucha reflète les racines salvadoriennes de ses membres initiaux, avec Mara étant un terme d'Amérique centrale pour gang, et Salvatrucha indiquant son identité salvadorienne. Alimentés par le désir de protéger leur communauté, dans ses premiers jours, le but initial de Mara Salvatrucha 13 était de se protéger eux-mêmes et les autres immigrants salvadoriens des gangs les plus établis. Et pendant de nombreuses années, MS-13 a opéré à une échelle relativement petite, s'impliquant principalement dans des entreprises criminelles locales et des violences de rue. Mais pendant les années 1990, un changement significatif s'est produit. En 1996, pour démontrer sa position ferme sur l'immigration et le crime, l'administration Clinton a adopté une loi exigeant l'expulsion des non-citoyens, purgeant des peines de félonie de plus d'1 an. Des dizaines de milliers de jeunes ont été rapatriés, principalement des jeunes hommes du Guatemala, du Honduras et de El Salvador, dont beaucoup étaient associés à des gangs. En 1996, l'État de Californie a aussi significativement augmenté le nombre de crimes expulsables. Dans certains cas, une arrestation pour ivresse au volant ou petit vol pouvait mener à l'expulsion d'une personne, indépendamment de son ancienneté aux États-Unis. Il y avait, comme on pouvait s'y attendre, un certain nombre de problèmes avec cette approche. Premièrement, les États-Unis ont commencé à expulser un grand nombre de délinquants violents sans informer leur gouvernement d'origine de leur identité ou de la nature de leurs crimes. Beaucoup de ces individus avaient également passé la majorité de leur vie aux États-Unis et avaient donc peu, voire aucune, connexion dans leur pays d'origine. Cela a marqué un tournant notable dans l'histoire des gangs d'Amérique latine, car les membres expulsés ont apporté leur culture de gang, leur structure et leurs activités criminelles dans diverses régions d'Amérique centrale, conduisant à la prolifération généralisée de Mara Salvatrucha 13, non seulement au Salvador, mais aussi au Honduras, au Guatemala et au Mexique, transformant effectivement Mara Salvatrucha 13 en un phénomène international. Et à mesure que leur présence s'étendait, l'ampleur de leurs activités criminelles augmentait également, et ils sont rapidement passés d'un crime de rue local au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains, à l'extorsion, aux agressions graves, aux meurtres et aux assassinats organisés. Et avec le temps, Mara Salvatrucha 13 a acquis une notoriété mondiale et s'est forgé une réputation redoutable. En 2015, il y avait environ 60 000 membres de gangs au Salvador, et 70% des hommes d'affaires du pays étaient victimes d'extorsion, entraînant une perte annuelle de 4 milliards de dollars, selon les estimations de la Banque centrale des réserves du Salvador. Sans parler du fait qu'à ce stade, le taux d'homicide avait grimpé plus haut qu'il ne l'avait été pendant une grande partie de la guerre civile. Et pourtant, malgré des décennies d'efforts policiers pour contrer l'activité des gangs, Mara Salvatrucha 13 est restée une entité criminelle redoutable, en partie en raison de sa structure de commandement décentralisée,
qui permet à chaque cellule de fonctionner indépendamment, ce qui signifie également que Mara Salvatrucha 13 n'a pas de seul leader reconnu. Le deuxième plus grand gang d'El Salvador, Barrio 18, également connu sous le nom de 18th Street Gang, a également commencé dans le quartier de Pico Union, à Los Angeles, mais avec une différence majeure. Barrio 18 a commencé comme une faction d'un gang de rue traditionnellement mexicain qui a finalement laissé les non-mexicains rejoindre, une opportunité rapidement saisie par de nombreux Honduriens, Guatémaltèques et Salvadoriens. L'évolution très similaire de Mara, Salvatrucha 13 et Barrio 18 soulève certainement un certain nombre de questions concernant l'intersection complexe de l'immigration, des défis sociaux et de l'émergence d'organisations criminelles au sein des communautés marginalisées, ce qui signifie qu'on le veuille ou non que la victoire sur Mestres ou tout gang similaire nécessitera presque certainement une approche globale qui, 1. S'attaquer aux causes profondes de l'implication dans les gangs, 2. Améliore les conditions socio-économiques de la région, et 3. Démantèle la structure organisationnelle du gang grâce à des capacités renforcées de l'application de la loi. Mais ce n'est pas tout. Pour vraiment renverser un gang aussi établi que Mara Salvatrucha 13 ou Barrio 18, il y a autre chose qui doit être fait. Ce n'est un secret pour personne que les membres de gangs utilisent des tatouages distinctifs et des signes de la main, à la fois comme identifiants et symboles de loyauté. C'est tellement bien connu, en fait, que ces caractéristiques sont devenues pseudo-religieuses ainsi que synonymes de la violence et de la dégradation non contrôlée pour lesquelles ces gangs sont célèbres, ce qui rend nécessaire la destruction des images associées à un gang pour le neutraliser. Les soldats et les policiers au Salvador ont fait marcher les membres emprisonnés de Mara Salvatrucha 13 vers les cimetières et leur ont ordonné de prendre des masses pour détruire toute pierre tombale affichant des insignes de gang, des symboles qui sont maintenant illégaux. Le changement se produit au Salvador. Il y a peu de doute dans l'esprit de quiconque à ce sujet. Et certains pourraient même dire que la guerre contre les gangs est en train d'être gagnée. Mais à quel prix ? Bukele a déjà annoncé son intention de se présenter à nouveau aux élections l'année prochaine. Une entreprise historique, étant donné qu'avant cela, il y avait une interdiction constitutionnelle des mandats consécutifs. Néanmoins, la plus haute cour du pays a statué en sa faveur en 2021, et la capacité de Bukele à briguer un second mandat a été un sérieux sujet de débat depuis lors. Beaucoup pensant que ce n'est pas une coïncidence que les juges de cette cour aient été nommés par un congrès dominé par le parti de Bukele. La question est maintenant, est-ce que 5 années supplémentaires de l'approche autoritaire de Bukele sont vraiment ce dont El Salvador a besoin? Si cela résout le problème des gangs une fois pour toutes, beaucoup pourraient dire oui. Mais d'autres pensent que s'il continue à faire ce qu'il fait, le prochain problème qu'il devra résoudre en tant que président sera une crise des droits de l'homme provoquée par des arrestations illégales et une incarcération de masse. L'approche hyper agressive de Bukele à l'égard du problème des gangs lui a valu des taux d'approbation très élevés, ce qui a entraîné un culte de politiciens régionaux déterminés à imiter ces politiques intransigeantes dans l'espoir de gagner leurs propres électeurs. Mais alors que les plaintes documentées sur les abus des droits de l'homme continuent notamment de s'accumuler, avec près de 200 personnes qui seraient mortes en détention d'État, nombreux sont ceux qui disent que le président de 42 ans balaie les contrôles et équilibres clés du processus démocratique. Beaucoup pensent également que l'ajout de procès de masse ne fera qu'augmenter le nombre de personnes innocentes emprisonnées et contribuera à l'aggravation des conditions de détention. Mais El Salvador n'est pas le seul pays à lutter pour résoudre son problème de gang. De nombreuses nations, en fait, assistent à une violence liée aux gangs, en particulier les fusillades et les attentats, à une échelle jamais vue auparavant. Haïti, en particulier, a vu la violence des gangs s'intensifier et se propager depuis sa capitale, Port-au-Prince, à travers le centre du pays, jusqu'à ses 2 autres grandes villes, marquant une augmentation significative des meurtres, des enlèvements et de la violence sexuelle ces derniers mois. Depuis 2021, suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, Haïti est en proie à une instabilité politique. Et en conséquence, les gangs ont continué à augmenter leur pouvoir au point de contrôler plus de 80% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et parce que la corruption à de nombreux niveaux reste endémique en Haïti, les gangs ont continué à opérer en toute impunité. Prenons, par exemple, une récente vérification des juges et procureurs du pays qui a abouti à environ un tiers de ceux évalués perdant leur certification en raison d'un manque d'intégrité morale, de qualification invalide ou de la libération illégale de criminels. La force de police d'Haïti, malgré un budget accru, n'a pas été en mesure de faire face aux gangs, car elle est confrontée à une diminution constante de la main-d'œuvre en raison de démissions, de licenciements, de retraites et de décès en service. Pour vous donner une idée, au cours des 6 premiers mois de 2023, ils ont perdu environ 774 officiers, soit plus de 5% de la force totale. À l'heure actuelle, tout comme El Salvador, Haïti est également confronté à de graves problèmes liés à l'incarcération de masse,
car plus de 80% de leur population carcérale actuelle est détenue en préventive, la plupart dans des conditions alarmantes. Une autre nation qui semble être en difficulté est le Honduras. Suivant l'exemple de Bukele, la présidente actuelle, Xiomara Castro, a déclaré la guerre à l'extorsion liée aux gangs, un problème que la dirigeante de gauche considère comme très grave, car il provoque non seulement une stagnation économique, mais alimente la violence et a contraint d'innombrables Honduriens à fuir le pays. Mais comme la plupart des guerres, cela a été une bataille contre un ennemi et pour le contrôle de la population. Ici, le gouvernement hondurien a aussi dû combattre les accusations de ne pas avoir suffisamment lutté contre la criminalité. Et de nombreux Honduriens exaspérés semblent presque exiger de voir des mesures extrêmes et semblent prêts à échanger certains de leurs droits constitutionnels contre une sécurité durable. C'est pourquoi l'approche de Bukele, qui vise la victoire à tout prix, et ses résultats positifs associés, semblent avoir trouvé un public favorable au Honduras. Bien qu'il y ait des similitudes, la situation sécuritaire à El Salvador diffère de celle du Honduras, qui a un territoire plus vaste, plus de population, plus de pauvreté et une diversité de groupes criminels plus grande. Peut-être en tenant compte de ces différences, à un moment donné, le Honduras semblait déterminé à suivre l'exemple d'un autre voisin, le Nicaragua, dont l'approche plus douce de la police basée sur la communauté a entraîné des années de taux de criminalité exceptionnellement bas et une présence minimale de gangs, jusqu'à ce que le gouvernement adopte une approche similaire à celle de El Salvador et transforme la police en une force militaire répressive. Dans le passé, après l'annonce d'un modèle de police communautaire, le Honduras a fait des pas vers la démilitarisation de ses forces de sécurité publique dans l'espoir d'augmenter la confiance du public en une institution historiquement corrompue. Mais il semble que les gains politiques à réaliser en imitant l'approche de Bukele étaient trop tentants pour être ignorés. Et le Honduras a fini par déclarer son propre état d'urgence en décembre 2022, qui suspendra également certains droits constitutionnels et permettra la détention de toute personne soupçonnée d'activité criminelle. Et a depuis été prolongé plusieurs fois. Mais ce ne sont pas seulement les nations en développement qui ont des problèmes. La Colombie-Britannique a récemment obtenu plus de 54 millions de dollars du financement fédéral pour contrecarrer sa violence armée croissante. Ces fonds font partie de l'investissement de 390 millions de dollars du gouvernement dans une série de programmes à l'échelle nationale visant à prévenir la criminalité armée et la violence des gangs. Le montant total sera fourni au cours des 5 prochaines années dans le cadre de l'initiative pour agir contre la violence par armes à feu et les gangs, qui a été annoncé pour la première fois en 2017. Les préoccupations concernant les gangs ont continué de croître en Colombie-Britannique, alors que le conflit de gangs Lower vieux de 10 ans dans la province, une guerre de gangs découlant d'un différend local qui a commencé dans le quartier de Townline Hill à Abbotsford, s'est étendue. À l'échelle de la province, alors que les gangs qui étaient autrefois centrés dans la région de Vancouver ont commencé à se déplacer dans la province, élargissant leur territoire de drogue et, par conséquent, propageant la violence. Et prenons un autre exemple, le Danemark. Pour contrer la montée de la criminalité liée aux gangs, son gouvernement a récemment présenté un nouveau paquet comprenant 39 mesures anti-gang. Parmi ces mesures ne figurent que des réglementations plus strictes pour les mineurs et un appel aux familles pour qu'elles assument leurs responsabilités. Le paquet comprenait également des peines plus sévères pour les membres de gangs, des outils de police supplémentaires et des initiatives visant à empêcher les gangs de recruter des jeunes. Ceci, en particulier, a été une préoccupation significative pour le gouvernement danois. L'audace que les gangs ont montrée dans leur recrutement d'enfants, sans parler de leur implication active dans des activités criminelles, a été choquante. Les coupes de couteau sont également devenues une préoccupation. C'est pourquoi de nombreuses nouvelles mesures visent l'utilisation d'armes dangereuses, y compris des peines doubles pour les membres de gangs qui utilisent des couteaux pour commettre des violences et des peines plus sévères pour la possession de couteaux. Le gouvernement danois a également prévu des peines plus sévères pour les crimes économiques et les actes de violence dites d'humiliation, qui sont définis comme des abus émotionnels visant à créer un sentiment de honte ou d'inutilité chez ses victimes. Mais le Danemark n'est pas le seul pays scandinave à avoir des problèmes. Historiquement, l'un des pays les plus paisibles du monde, la Suède, a connu une récente flambée de violence de gangs, contrairement à tout ce qu'elle a jamais connu auparavant. En réalité, l'année dernière, la Suède a comptabilisé plus de 60 morts par balle, un record, et semble en passe de l'égaler ou le dépasser en 2023. Les rapports des médias ont lié la récente flambée de violence à une querelle entre factions rivales d'un gang criminel identifié comme Foxtrot ou le réseau Foxtrot, principal distributeur de stupéfiants illégaux en Suède. Et il semble que le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, en est assez, ayant récemment rencontré le chef de l'armée du pays pour discuter de la manière dont ils pourraient retravailler ensemble pour endiguer cette flambée sans précédent de fusillades et d'attentats à la bombe. Pendant des années, la Suède a réussi à gérer son problème relativement petit avec la violence des gangs. Mais maintenant, avec des incidents qui se produisent presque quotidiennement
et beaucoup des victimes étant des adolescents et des passants innocents, l'escalade de la violence des gangs a été impossible à ignorer. Et donc, en réponse à l'évolution de la nature des activités criminelles du pays, le gouvernement suédois a également commencé à réviser son code pénal, mettant en œuvre des changements destinés à élargir le pouvoir de la police, permettant de plus longues peines de prison et offrant une meilleure protection pour les témoins. Soulignant la nécessité de réformes juridiques complètes, le Premier ministre Kristersson aurait déclaré que les lois suédoises ne sont pas conçues pour les guerres de gangs et les enfants soldats. Pour aggraver les choses, les gangs suédois sont connus pour recruter des adolescents issus de quartiers d'immigrants défavorisés, ce qui a inévitablement soulevé des questions sur les politiques d'immigration historiquement libérales de la Suède. Et en conséquence, les législateurs suédois ont passé la dernière année à durcir l'immigration, dans l'espoir que cela puisse aider à atténuer l'augmentation des taux de criminalité et d'autres problèmes sociaux dans le pays. Cela marque un changement drastique pour le pays, étant donné que, aux côtés de l'Allemagne, la Suède s'est longtemps distinguée parmi les autres nations européennes pour accueillir facilement des centaines de milliers de demandeurs d'asile du Moyen-Orient et d'Afrique. Malheureusement, les nouvelles politiques mises en œuvre par le gouvernement de centre-droit de Kristersson, qui a pris le pouvoir l'année dernière en promettant de sévir contre la criminalité, ont peu contribué à endiguer la violence. Les dirigeants du Danemark ont également souligné qu'une proportion significative des gangs du pays est composée de jeunes issus de minorités, dont beaucoup, après avoir eu du mal à s'intégrer avec succès dans la société danoise, ont été contraints de chercher ailleurs une communauté et une sécurité. Le fait que la violence des gangs et l'immigration sont des problèmes complexes qui sont depuis longtemps étroitement liés ne peut vraiment pas être sous-estimé. Ce qui signifie que pour vraiment comprendre l'un ou l'autre de ces problèmes, divers facteurs sociaux, économiques et politiques doivent être pris en compte. Des changements drastiques dans la politique d'immigration et la stigmatisation des communautés immigrées ne feront que compliquer davantage le problème. Les gens migrent souvent pour fuir la violence, la pauvreté, l'instabilité politique ou chercher une meilleure situation économique. Mais il y aura toujours des entraves à l'intégration sociale et économique. C'est pourquoi, pour aborder efficacement ces problèmes, il va falloir une approche globale, une approche qui s'attaque. 1. Aux causes profondes de l'implication dans les gangs. 2. Génère un soutien pour l'intégration sociale et économique. Et 3. Promeut des politiques inclusives pour que les immigrants puissent s'épanouir dans leur nouvelle communauté. Car malheureusement, en l'état actuel des choses, les jeunes disposant de peu d'opportunités vivant dans des quartiers défavorisés sont des candidats de choix pour le recrutement par les gangs. Alors qu'en même temps, dans de nombreux comtés occidentaux, l'expansion ou l'émergence de marchés de la drogue ont conduit à une augmentation des conflits territoriaux, perpétuant ainsi le cycle de la violence. Car à mesure que la demande de drogues illégales augmente dans une région spécifique, la concurrence pour le contrôle du marché qui en résulte augmente également. Et donc, il semblerait qu'une approche globale soit nécessaire pour aborder correctement ce problème. Une approche qui traite à la fois de la violence derrière les conflits territoriaux et de la demande sociétale croissante pour les drogues illégales. Qu'en pensez-vous ? L'approche autoritaire de Bukele est-elle la solution unique à la violence des gangs ? Comment l'immigration et l'implication dans les gangs pourraient-elles être liées ? Y a-t-il un lien entre l'augmentation de l'activité des gangs et la demande de drogues illégales ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Regardez maintenant. Pourquoi cette île est plus terrifiante qu'Alcatraz ? Ou comment la géographie a rendu l'évasion d'Alcatraz impossible ?